L'entretien du marquis, bonjour à tous. Elisabeth Borne attaque le Rassemblement national, héritier de Pétain. Mais de qui se moque-t-elle? Avant de développer cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer à ce travail à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur JP Poignant, Raphaël de la Chiesa, Yvette Poré, Ambition Création Rénovation et Stéphane Gabillot. Merci à eux du fond du cœur et je voulais aussi vous remercier pour votre soutien inconditionnel, pour tous les petits pouces bleus levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on arrivera à faire reculer la presse aux ordres. Si les petits cochons de la censure ne nous mangent pas. Quelle mouche a piqué Elisabeth Borne? Elle accuse le Rassemblement national d'être les héritiers de Pétain. Alors, on va d'abord tout de suite contextualiser. Elisabeth Borne est dans une mauvaise passe, et ça n'a rien à voir avec Gérald Darmanin. On se rappelle le 49-3 à l'Assemblée nationale. Il faut aussi évoquer Elisabeth Borne demande la suppression de toute nouvelle édition ou réimpression de plusieurs passages sur sa vie privée du livre La Secrète, écrite par la journaliste Bérangère Bonte. Pour quelle raison? On apprend qu'elle a menti sur son conjoint. En effet, elle avait désigné un homme qui était déjà pacsé. Ce n'était donc pas le conjoint d'Elisabeth Borne. Certains ont expliqué qu'elle vivait avec une femme. Je ne connais pas la réalité de son couple, mais tout au moins, elle a menti et elle ne veut pas que la presse développe cette information. À ces déboires intimes, il faut ajouter ceux des membres de son gouvernement. C'est un chaos. Vous avez Bruno Le Maire qui devient une icône du ridicule. Il ne peut plus sortir sans qu'on lui crie dilaté comme jamais du fait de son roman pornographique. Vous avez Marlène Schiappa qui a montré ses formes généreuses dans Playboy. Vous avez Gérald Darmanin qui est très intime avec une responsable d'un club échangiste. Il n'a pas hésité d'ailleurs à faire réouvrir ce club pendant la période Covid. Et puis si je devais énumérer tous les scandales financiers, je prendrais l'heure. Je vous renvoie aux 300 numéros des entretiens du marquis. Et puis, il y a un échange avec le Rassemblement national, parce que tout vient de là. Si Elisabeth Borne qualifie le Rassemblement national de digne héritier du maréchal Pétain, c'est qu'il y a un député du Rassemblement national qui lui a fait très mal dernièrement, c'est le jeune Tanguy. En effet, il lui a rappelé le scandale du cadeau fiscal des autoroutes de plus de 4 milliards. Et c'est le journal Marianne qui a révélé qu'un faux document aurait été produit pour protéger Macron, Colère et Borne en 2015, au moment de la renégociation des contrats. Si la justice fait son travail, Elisabeth Borne devrait répondre de ses actes dans la justice, comme le président de la République, comme Alexis Colère. Lorsque le fougueux Tanguy a porté l'estocade au sein de l'hémicycle, Elisabeth Borne est restée assise. C'est Clément Beaune qui s'est levé pour la défendre et qui a piaillé « Complotisme !» Complotisme, Clément Beaune? On vous donne des faits et vous répondez par une insulte? C'est ce qu'on appelle un aveu de culpabilité. Lorsqu'on ne peut pas répondre à des faits et qu'on utilise l'insulte, c'est qu'on est coupable. Eh bien, elle récidive, Elisabeth Borne. Elle utilise le terme pétinisme, elle manipule l'histoire en utilisant ce point de Gonwill, les heures les plus sombres de notre histoire, pour disqualifier le Rassemblement national qui a porté des faits à la connaissance du public sur sa corruption. Le seul ennui, lorsqu'on agite le pétinisme, il faut faire très attention. Lorsqu'on monte au cocotier, il faut avoir le derrière tout propre, Madame Borne. Parce que socialisme et pétinisme, il y a quand même quelques rapports. On va vous rafraîchir la mémoire. Vous connaissez bien ce personnage. Il a fondé le Parti socialiste en 1971 à Épinay. Eh bien, il a été ministre du maréchal Pétain. Il a reçu la Francisque de ses mains et il était très proche d'un mouvement d'extrême droite, la Cagoule. Il avait son ami François Michelin qui a été le fondateur. C'est Pierre Péan qui révéla cette relation coupable de François Mitterrand avec ses groupes d'extrême droite. Oui, le fameux journaliste d'investigation, il en avait fait un livre, Une jeunesse française. Et à l'intérieur, on découvrait également que François Mitterrand avait conservé des amitiés du temps de la collaboration, et notamment avec René Bousquet, le préfet de police, qui est responsable du Veldiv. Mitterrand avait dû s'en expliquer au micro d'El Kabbach. Alors,
Madame Borne, lorsqu'on manipule le passé, il faut faire attention, hein. C'est comme une bombe, ça peut vous sauter à la figure. Et puis il faudrait aussi ajouter, pour être complet, que Robert Schuman, hein, celui que les socialistes encensent, l'un des pères de l'Europe, vota Pétain en 1940 et fut condamné à l'indignité nationale à la Libération. Et puis il faudra ajouter tous les socialistes qui votèrent les pleins pouvoirs à Pétain, ceux qui furent condamnés à la Libération. Les socialistes et le maréchal Pétain, une longue histoire d'amour. À tel point d'ailleurs que celui qui se prétend socialiste le matin mais pas le soir, Emmanuel Macron, c'est le seul à avoir rendu un hommage à Pétain appuyé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une véritable sincérité chez Emmanuel Macron lorsqu'il rend hommage au maréchal Pétain? Est-ce qu'il n'y aurait pas un de ses mentors qu'il aurait formé à la collaboration? Vous ne voyez pas de qui je veux parler? Emmanuel Macron s'est souvent vanté d'avoir travaillé pour Paul Ricoeur. Or, on sait très bien que Paul Ricoeur a refait son histoire et que Robert Lévy, professeur agrégé de philosophie et cofondateur du mensuel Raison, a découvert que la chronologie défendue par Paul Ricoeur était clairement fausse. Il nous a parlé de moment d'égarement, pas le moins du monde. Paul Ricoeur, comme Elisabeth Borne ou comme Emmanuel Macron, refont toujours l'histoire. Pour lui, après de minutieuses recherches, la période de fascination pour le pétinisme commence dès 1939 avec cet article pour Terre Nouvelle, étrangement complaisant avec Adolf Hitler. Cette même année, Paul Ricoeur participait même à l'université d'été de Munich, dans l'Allemagne nazie. Quant à sa période de doctrinaire et propagandiste pétiniste, elle se serait en réalité terminée vers 1944. Et d'ailleurs, cela ne trompe personne. Quand on est fils de résistant, on sait très bien quelle est la nature du gouvernement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve Charles de Courson, oui, celui qui veut faire tomber le gouvernement d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il y a eu la loi anti-casseurs, Charles de Courson, fils de résistant, brandit le spectre de Vichy et avec raison. En comparant la loi anti-casseurs au régime de Vichy, le député Charles Amédée du Buisson de Courson, 66 ans, aristocrate et fils de résistant, a marqué les débats de l'Assemblée, se posant en gardien des libertés publiques. Oui, il a été une vigie dans la nuit macroniste. Il a bien expliqué qu'Emmanuel Macron avait une véritable dérive, que l'on peut expliquer comme avec les éléments que je vous ai donnés. Et Charles de Courson est devenu un des principaux opposants à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui va déposer le 8 juin la loi contre la réforme des retraites. D'ailleurs, au micro d'Europe 1, il n'a pas hésité à déclarer « Ce gouvernement finira par être renversé s'il continue dans le déni de démocratie alors qu'il est minoritaire dans le pays. Et nous finirons par instituer une démocratie en France. » Lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on est encore animé par la flamme de la résistance, lorsqu'on veut la démocratie, la liberté d'expression, on ne peut que s'opposer à Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a privé une grande partie des Français des libertés fondamentales pendant la période sanitaire. C'est Emmanuel Macron qui milite pour la censure. Combien de journaux indépendants, de médias de réinformation ferment les uns après les autres sous l'ère Macron? Combien de journaux sont mis sous pression? Emmanuel Macron, c'est celui qui favorise l'Allemagne au détriment de nos intérêts étrangers. Je vous renvoie à mon numéro sur l'électricité. Emmanuel Macron, c'est celui qui fait gérer la France par McKinsey, qui favorise également les entreprises américaines. C'est Emmanuel Macron qui fait en sorte de détruire nos intérêts diplomatiques en soutenant l'Ukraine. Je pense que la coupe est pleine. Et on va d'ailleurs terminer avec Philippe de Villiers qui ajoute à la liste, tous les symptômes de l'agonie sont là, état en faillite, bousculement démographique, dépendance économique, effondrement scolaire, décrochage diplomatique, défrancisation. Oui, la France est en danger de mort sous le règne d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Comme le gouvernement n'a pas la main mise sur tous ces dossiers, Emmanuel Macron est toujours obligé de se rabattre sur l'accessoire. C'est cette fameuse comédie du pouvoir que nous vivons depuis que nous sommes sous la tutelle de Bruxelles. Il charge d'ailleurs des conseillers en communication de lui trouver des dossiers consensuels qui lui permettent de regagner, de grappiller 1 ou 2 points dans les sondages, d'apparaître comme un président qui s'occupe du pays. Regardez ce que nous trouvons dans le Figaro, c'en est une très belle illustration. L'État va durcir le ton face aux assassins de la route.
Vous remarquez le terme assassin, il est extrêmement fort. Faut-il sanctionner plus sévèrement les délits routiers sous l'emprise de stupéfiants? Si vous répondez non, c'est que vous avez un problème avec la légalité. Il y en a quand même 6% dans cette consultation du Figaro. Le fait aussi qu'il y ait des assassins de la route, ça ne vous rappelle rien? Bien sûr, c'est l'affaire Palmade. Ils instrumentalisent une émotion légitime. Alors, la première chose qu'on pourrait leur faire remarquer, que ne l'ont-ils fait avant? Faut-il qu'il y ait des morts pour qu'ils légifèrent? Et puis on sait très bien que ce sont que des effets d'annonce. Parce que s'ils veulent vraiment lutter contre les stupéfiants au volant, il faut en amont lutter contre le trafic de drogue. Et ça, ils ne le feront pas, ils n'en ont pas les moyens au niveau européen. Tout cela, ce n'est qu'une stratégie de communication pour détourner le regard des Français des dossiers essentiels. Et ils sont bien aidés, vous le savez, par la presse. Évidemment, puisque les journalistes maintenant sont d'anciens ministres d'Emmanuel Macron. Roselyne Bachelot, c'est quand même une sacrée cliente pour un journaliste de la réinformation. Oser dire ce qu'a dit Justine Triet est faux, lorsqu'on s'appelle Roselyne Bachelot, il faut vraiment oser. Car comme le dit si bien Philippe Murer, une ancienne ministre de la Culture d'Emmanuel Macron intervient comme journaliste sur une chaîne d'information pro-Macron pour expliquer en quoi le discours d'une artiste anti-Macron contre Macron est faux. Oui, tout cela devient compliqué ou illustre parfaitement que nous dérivons vers un système totalitaire. Et j'ai presque envie de répéter cette phrase. Avec Emmanuel Macron, tout nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. On va ouvrir maintenant une autre page très sombre, celle des politiques sanitaires du Covid-19. Le docteur David Martin a fait la une sur les réseaux sociaux. Alors je voulais vous présenter ce personnage. Il est responsable d'une société qui évalue des risques et il a été auditionné à la Commission, au Parlement européen plus exactement. Son tweet a été vu plus de 20 millions de fois. Je vous invite vraiment à le voir. Alors comme l'audition dure 20 minutes, je vous mets le lien dans la description. Il est essentiel. Tout ce qu'il dit à l'intérieur, j'étais au courant parce que je suis bien informé. Notamment la presse anglo-saxonne avait parlé de ces éléments bien avant lui. Mais il les a tous réunis, c'est efficace, il faut absolument écouter ce qu'il dit. Par ailleurs, il a reçu le soutien d'hommes politiques comme Robert F. Kennedy, qui est à la course pour l'investiture démocrate, ou le général Mike Flynn, qui soutient Donald Trump. Donc c'est quelqu'un de solide, vous pouvez y aller. Oui, écoutez cette intervention et vous comprendrez peut-être mieux ce qui se passe dans le monde de Big Pharma. Enfin, je voudrais terminer sur le mur du son franchi encore une fois par le Nouvel Obs. La violence éducative ordinaire commence quand l'adulte pense savoir mieux qu'un enfant ce qui est bon pour lui. Quand votre enfant met les doigts dans la prise, surtout ne lui dites rien. S'il joue sur le balcon en équilibre, rien non plus. Bon, soyons un petit peu sérieux. Quand on étudie la psychologie de l'enfant, nous apprenons que l'enfant ne se projette pas dans l'avenir, que c'est aux parents de lui donner un avenir. Mais on comprend mieux pourquoi le Nouvel Obs dit ce genre de choses pour terroriser les parents woke. Tout simplement, si l'enfant est manipulé par un woke à l'école, eh bien, le parent ne devra pas s'y opposer. Vous voyez le vice. Il va y avoir manipulation de votre enfant par des groupuscules. Et lorsqu'ils vont affirmer des choses, on va vous reprocher de vouloir lutter contre ces influences. C'est extrêmement perverse. Voilà, ce journal se termine, je n'ai pas le temps de faire plus, je suis très en retard. Le dossier, paradoxalement, sur le docteur Martin m'a pris énormément de temps. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.